Alors bonjour à tous, ça y est, le tournoi du Tata Steel commence. Alors qu'est-ce ce tournoi du Tata Steel? C'est un tournoi d'échecs qui se déroule dans la ville de Vacanzy, aux Pays-Bas, un des plus gros tournois d'échecs de l'année, et qui réunit un bon nombre des meilleurs joueurs du monde d'échecs. Alors j'ai promis que chaque jour, j'allais vous montrer la partie du jour, la partie que j'ai préférée. Et la partie qui va être jouée aujourd'hui est très excitante, notamment dans le maniement de la paire de fous. Et cette partie oppose deux joueurs, Do Maraju Gukesh avec les blancs, à Ding Liren avec les noirs. Alors, Gukesh, il a 16 ans seulement. Vous savez, c'est un des futurs grands espoirs, bien sûr. On pense qu'il a toutes ses chances dans quelques années de devenir champion du monde. Gukesh, d'ailleurs, ça a été le joueur le plus jeune à avoir réussi à battre Magnus Carlsen lorsque Magnus Carlsen est champion du monde d'échecs. Et Gukesh fait partie de l'école de l'ancien champion du monde à Nantes. Vous savez, il a fondé une école en Inde pour former l'élite indienne. Et il est opposé donc à Ding Liren. Alors Ding Liren, c'est le numéro 2 mondial. Il va jouer le championnat du monde contre Nepomniachtchi dans quelques mois. Vous savez que Magnus Carlsen a décidé de ne pas défendre son titre de champion du monde d'échecs en partie lente, donc ça va jouer entre Ding Liren et Nepomniachtchi. Alors Gukesh a les blancs et il ouvre avec le pion dame, il joue D4. Alors j'ai choisi de mettre cette partie du côté des noirs parce que c'est la défense ouest-indienne qui va être jouée du côté noir. Et c'est vrai que cette défense, je ne l'ai pas présentée sur ma chaîne YouTube encore. Je crois que j'avais même pas créé de playlist sur cette défense. Donc les noirs ont joué cavalier F6, ils contrôlent la case E4, C4, E6, cavalier F3 et B6. Voilà, c'est le coup constitutif de la défense ouest-indienne et qui consiste à ouvrir la diagonale au fou de case blanche. Les blancs jouent G3. L'ancien coup, c'était de jouer fou B7, bien sûr. De mettre le fou sur la grande diagonale, de doubler le contrôle de la case E4. Mais petit à petit, les joueurs se sont mis plutôt à jouer fou A6 d'abord. On va essayer de comprendre pourquoi. On s'en prend au pion C4, en se disant que le fou F1 va venir en G2. Donc ça ne sera pas un défenseur naturel du pion C4. Et ce coup fou A6 provoque bien souvent le coup B3. Et du coup, les noirs enchaînent par fou B4 échec, sachant que puisque le pion B2 n'est plus là, le cavalier ne peut pas se mettre en C3. Donc le choix, c'est souvent de se dire, est-ce qu'on va mettre le cavalier en D2 ou le fou en D2? C'est fou D2 le meilleur coup, parce que si on joue cavalier D2, on laisse le fou noir aller sur la case C3, attaquer la tour, et après tour B1, alors le fou A6 peut revenir en B7. Parce que là, on menace fou prend pion D4, puisque le cavalier F3 est cloué sur la diagonale. Et si les blancs jouent E3 pour défendre le pion D4, maintenant fou E4 et la tour est perdue. Les blancs vont perdre la qualité. Donc c'est une petite astuce qu'il faut connaître après fou A6, B3. Fou B4 échec, il ne faut pas mettre le cavalier, il faut mettre le fou. Et maintenant les noirs n'échangent pas, ils ramènent leur fou en E7. Alors pourquoi les noirs font-ils cela? Eh bien, ils considèrent finalement que le fou en D2, il n'est pas sur sa meilleure place. Il gêne, il obstrue même le contrôle de la dame sur la colonne. Et s'il se met en C3, il gênera le cavalier, l'avenue du cavalier en C3. Donc c'est pour ça que les noirs ont incité la mise du fou en D2. Donc les blancs jouent fou G2, petit roc, et les noirs ont joué D5. Bon. Il y a cette attaque sur C4, et les blancs réagissent souvent par la prise en D5. Mais dans la partie Gukesh, il essaye d'être plus fin, il va jouer cavalier C3. Il accentue la pression sur le pion D5. Elle ne redoute pas la prise en C4, certainement parce qu'après la prise en C4, on aurait des histoires basées sur cavalier E5. Vous voyez, avec la découverte du fou qui attaque la tour et le cavalier E5 qui se remet à attaquer le pion C4, à doubler les attaques sur le pion C4. Donc après cavalier C3, Ding Liren joue C6, il consolide. Bon. Là, c'est le premier coup où Gukesh va réfléchir longtemps. Il va réfléchir 17 minutes dans la position. Et les coups suivants, il va mettre encore un petit peu de temps et il va se retrouver moins bien autant que son adversaire. Il faut comprendre que la partie, c'est une partie longue. La cadence n'est pas si facile à définir, à expliquer rapidement, mais c'est une cadence de 100 minutes pour toute la partie. Et puis, des ajouts de temps peuvent arriver au 40e coup, si on atteint le 40e coup, ce qui ne sera pas le cas dans la partie, et même au 60e coup, si on y arrive. Et en plus, à chaque coup joué,
on a un bonus de 30 secondes. Vous voyez, la cadence de jeu n'est pas si facile à définir. Mais les deux joueurs ont quand même beaucoup de temps. Et les blancs jouent fou F4. Voilà. Voilà ce qu'a joué Gukesh. Alors ici, les noirs ont joué cavalier D7. C'est toujours pareil, hein, sur la prise en C4. Il va toujours y avoir des idées avec cavalier E5. Alors certainement d'ailleurs, fou prend cavalier d'abord, pour retirer le défenseur de C6, et jouer cavalier E5 après, et de s'en prendre à C6. En même temps, on s'en prend au fou de case blanche. Et si le fou vient en D5, on l'enferme, on joue au 4. Il n'y a plus de cases. Donc, c'est toujours pareil ici. C'est pas intéressant pour les noirs d'aller prendre en C4, donc ils ont joué cavalier D7. Et là, Gukesh se met à prendre. Il prend D5. Beaucoup de joueurs ont repris du pion C. Parfois même du cavalier. Mais là, Ding Liren, il reprend du pion E. Alors il ouvre la colonne E, mais il laisse la colonne C également au blanc. Et là, encore une fois, Gukesh, il va essayer de trouver un plan. Alors que va-t-il faire? Il va jouer cavalier E1. Il va décider de replacer son cavalier en D3 et de libérer la diagonale du fou. Bon, tour E8 a été joué, la tour se place sur la colonne semi-ouverte, c'est assez classique. Le cavalier se repositionne en D3. Cavalier F8, cherche certainement à rebondir en E6. Le fou vient en G5. Pourquoi il vient en G5 le fou? Parce que de toute façon, le cavalier E6 va arriver et ça va questionner le fou en F4. Mais surtout, Gukesh ne va pas hésiter à donner son fou de case noire contre le cavalier. Il ne va pas hésiter à céder la paire de fous. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc les noirs jouent cavalier E6, et là il prend. Fou prend F6, fou prend F6, et il joue E3. Alors quelle est l'idée de Gukesh? Pourquoi a-t-il cédé son fou de case noire? Eh bien il s'est mis immédiatement à jouer E3. Donc il a créé une structure de pion très solide sur case noire pour essayer d'entraver le fou de case noire des noirs. Et puis il se dit que voilà, défensivement, il va tenir la baraque sur les cases noires, et puis il va lancer l'offensive sur les cases blanches, en essayant de détruire D5 et C6. Avec, vous voyez, l'action sur la diagonale. Alors comment il va essayer de les détruire? Certainement par les pousser B4 et B5. En se disant que le fou de case noire, lui, eh bien il sera un peu passif. On pourrait se dire, oui, mais il y a des moyens d'ouvrir la grande diagonale noire en jouant C5. Alors c'est vrai, mais ce coup est à double tranchant, parce que si on va faire sauter le verrou sur la grande diagonale noire, le verrou D4, on va également affaiblir les cases blanches. Parce que quand on joue C5, eh bien, les blancs vont aussi prendre en D5 et faire sauter le verrou sur case blanche. Alors, Ding Liren, il a eu une idée. Une idée pour ouvrir la grande diagonale noire sans affaiblir sa structure de pion sur case blanche qui, pour l'instant, contrecarre le fou G2. Alors, qu'a-t-il joué? Eh bien, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour voir ce que vous joueriez. Et on va comparer votre idée avec celle du champion. A tout de suite. Alors ici, avez-vous trouvé? Qu'a joué Ding Liren? Il a joué le coup cavalier C5. Magnifique. Il va s'en prendre au cavalier, pardon, qui est cloué sur la diagonale. Donc il attaque deux fois ce cavalier en D3. Et son idée, c'est qu'après la prise du cavalier en C5, il se venge sur le cavalier C3, c'est ce qui s'est passé dans la partie, et finalement il a réussi à ouvrir la grande diagonale noire sans s'affaiblir sur la grande diagonale blanche. Alors, tour C1 a été joué, dame F6, dame C2, D4. Bon, alors évidemment, ça ouvre quand même la grande diagonale, mais pour l'instant, le pion C6 est défendu. Les blancs prennent en B6, prise en B6, tour D1 pour se retirer du vis-à-vis et du clouage du cavalier en D3, tour A D8, prise en D4, fou prend D4. Bon. Alors là, il faut comprendre les menaces. Les noirs menacent la prise en D3. Parce que ce qu'il faut regarder, c'est que la paire de faux des noirs crée beaucoup de menaces. Il y a cette pression en F2, il y a cette pression en D3 avec ce vis-à-vis d'ailleurs de la tour sur le cavalier. Si c'était au noir de jouer, je sais bien que c'est pas au noir, mais si c'était au noir de jouer, il faut comprendre la menace noire pour ensuite jouer correctement avec les blancs. Eh bien les noirs, ils iraient prendre le cavalier. Pas question de prendre de la dame, parce qu'il y aurait fou prend F2 échec et la tour pourrait ensuite ramasser la dame. Et si c'est la tour qui prend, on pourrait faire dame prend pion échec, dame prend, puis fou prend échec, ce qui permet de ramasser la tour.
Roi prend, tour prend, et même si le fou vient prendre en C6, on va venir le clouer, et cette position est à l'avantage des noirs. Ils ont la qualité de plus, c'est-à-dire l'avantage d'une tour sur un fou de case blanche. Le fou de case blanche, il ne jouera que sur les cases blanches, alors que la tour, elle peut jouer sur les deux couleurs. C'est une finale favorable aux noirs. Et pour le niveau de ces joueurs, c'est même déjà décisif. Alors, ici, c'est la menace. Vous voyez, les noirs menacent de prendre en D3 et ensuite de prendre en F2. Bon, alors, que va faire Gukesh? Il va retirer son cavalier de cette pression, en jouant cavalier F4 pour en plus intercepter la pression sur F2. Et que le cavalier contrôle la case 2, parce que les noirs, ils pourraient aussi chercher à jouer tour E2 s'il n'y avait pas le cavalier. Avec le fou qui protège la tour qui attaque la dame, la tour qui vient attaquer le pion avec l'aide du fou. Bon. Eh bien, qu'a joué Ding Liren? Il a joué ici un coup audacieux. Eh bien, je vous invite une nouvelle fois à mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver le coup de Ding Liren. A tout de suite. Alors, qu'a joué Ding Liren ici? Eh bien, il a joué un coup audacieux. Il a joué G5. Il attaque le cavalier avec le pion G, qui est un pion important à la défense du roi. On pourrait se dire que le cavalier a pas mal de cases, mais en fin de compte, non. S'il vient en D3, s'il revient en D3, eh bien c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Fou prend, tour prend, dame prend échec, dame prend, fou prend échec, roi prend, tour prend, et après fou prend C6, on vient clouer. Et c'est la même position que tout à l'heure, à part que le pion est en G5. Donc cette poussée G5, eh bien, le cavalier ne peut pas revenir en D3. Il ne peut pas aller en E2 non plus, parce que la tour va prendre sous la protection du fou. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste cavalier H3. Mais cavalier H3, il va y avoir tour E2 quand même. Ou alors on pourrait jouer C5 aussi pour retirer toute pression et chercher à jouer tour E2 après. Et le cavalier, il ne peut pas jouer. Donc il reste cavalier H5. En plus, ça attaque la dame. C'est ce qui a été joué dans la partie ici. Gukesh, il joue cavalier H5. La dame vient en H6. Le cavalier est attaqué. Il n'a pas de case, donc il faut le défendre. Fou F3 a été joué avec l'idée de défendre le cavalier, tout en surveillant toujours la case E2, pour éviter toujours l'infiltration de la tour en E2. Ici, Ding Liren, il a joué C5. Bon. Et les blancs ont joué G4. Ils essayent de stabiliser le cavalier. Il faut comprendre que les noirs, ils menaçaient le coup incroyable, G4 même. Vous allez me dire, mais pourquoi filer ce pion? Eh bien, tout simplement parce que... Enfin, tout simplement, non, c'est pas simple. Mais si les noirs jouaient G4, l'idée, c'est de dévier le fou de la grande diagonale blanche. Après, par exemple, fou prend G4, les noirs pourraient enchaîner par fou B7, avec l'idée de ramener la dame en C6 pour aller menacer les mates en G2 et H1. Et ça, c'est pas facile pour les blancs à défendre. N'oubliez pas que le pion F2, il est cloué. Donc on ne peut pas jouer des coups comme F3 pour obturer la grande diagonale blanche. Ça, c'est très compliqué pour les blancs à défendre, ce type de menace. Donc ici, les noirs s'apprêtaient à jouer G4. Donc les blancs jouent G4 même. Et là, Ding Liren, il pousse son idée. Mais c'est incroyable le coup qu'il va jouer. C'est incroyable comment il va jouer. Allez, le roi. Il va jouer F5. Alors même que le pion et la dame peuvent prendre. Alors si le pion prend, on revient à l'idée précédente. On va jouer G4, fou prend G4. Et là, on va jouer dame C6 ou fou B7. Avec l'idée dame C6, c'est toujours essayer de foudroyer les blancs sur la grande diagonale blanche. Mais vous allez me dire, oui, mais après F5, le pion n'est pas obligé de prendre. La dame peut prendre. Là, il y a une nouvelle idée. Celle de jouer fou C8, de repousser la dame. La dame, elle n'a pas vraiment de case, elle est obligée de retourner un peu d'où elle vient, en C2, et d'utiliser la colonne F, parce qu'on a donné le pion F, mais maintenant on attaque sur la colonne F, on attaque le fou, qui a du mal à bouger, parce que derrière, il y a le pion en F2. Ça donne énormément d'attaques au noir. Donc dans cette position incroyable, F5 a été joué. Alors Gukesh, il a compris, il n'a pas touché au pion F, il a joué cavalier G3, mais du coup, F prend G4. C'est toujours pareil. Sur fou prend G4, il y a toujours l'idée fou B7 avec l'arrivée de la dame en C6. Donc les blancs, ils ont essayé de pêcher en eau trouble, ils ont joué cavalier F5, ils attaquent la dame, dame F6, fou E4 et H5. Avec ce trio de pions là qui va s'élancer en fait à l'attaque du roi blanc. Certes, le roi noir n'a plus d'abri, mais
le roi blanc, son abri il est quand même endommagé, puis l'avance de ses pions va permettre d'achever le roi blanc. Alors B4 a été joué, les blancs essayent de filer un pion pour détourner le pion C5 et fragiliser le fou en D4, mais Ding Liren ne se laisse pas détourner par cette tentative d'ouvrir un nouveau front et de fragiliser le fou. Il va jouer roi F8. Alors, pourquoi il joue roi F8 je ne sais pas trop pourquoi il a décidé de jouer roi F8. Après, il a joué H4 pour essayer de jouer G3, c'était le plan que je voyais. Pourquoi il a joué roi F8? Peut-être qu'il veut retirer des possibilités de dame échec ou d'échec du cavalier à un moment donné. Si la dame s'en va, il y aura peut-être des cavaliers H6 échec, je ne sais pas. Donc il a estimé que le roi était mieux en F8. Peut-être que vous, d'ailleurs, vous l'avez compris et vous pourrez le signaler dans les commentaires. Les blancs ont joué à 3, H4, tour 1. Et là, allez-vous trouver le coup de Ding Liren? Un méchant coup. Allez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. À tout de suite. Alors, quel est ce méchant coup? Ding Liren, il va tout jouer sur la paire de fous. Il a 2 fous contre 1, et il va sacrifier la qualité. Il va faire tour prend fou de case blanche. Et il aura 2 fous contre rien. Alors, sur tour prend fou, qu'est-ce qui se passe si la tour prend? Parce que dans la partie, c'est la dame qui a pris. Mais si la tour avait pris, alors on va pas prendre de cavalier parce que là, on ferait une gaffe en fait. Si on prend le cavalier, les blancs vont jouer tour E8 échec, ce qui permettra à leur dame de ramasser la nôtre après. Donc c'est pas ça qui avait été prévu. Ce qui avait été prévu par Ding Liren est beaucoup plus malin. Il avait prévu de jouer fou D3, de faire la fourchette dame, tour, sans redouter que la dame prenne le fou, parce que sinon fou prend F2 échec, et c'est nous qui ramassons la dame, avec cette attaque à la découverte. Magnifique. Donc après tour prend fou, la tour prend pas, c'est la dame. Mais vous savez quoi? Ding Liren, il va quand même jouer fou D3. Magnifique coup. On attaque la dame avec le cavalier. J'ai raté ma diagonale, mais voilà. On attaque la dame avec le cavalier. Et c'est toujours pareil, si dame prend fou, on fait fou prend F2 échec et on ramasse la dame. Alors dans la partie, Gukesh, il a essayé de sauver les meubles, en tout cas d'éviter l'attaque très forte contre son roi en jouant dame 6 et en proposant l'échange des dames, mais l'échange des dames qui va arriver donne une finale totalement gagnante pour les noirs. Il y a eu dame prend, tour prend, fou prend cavalier, tour prend B6, et G3 avec cette attaque du pion F2 qui est clouée. Pion prend, pion prend, pion prend. Et là, le coup qui a achevé Gukesh, fou H3. Et maintenant, le pion F2 va tomber, on va prendre et on pourra faire dame. Il faudra que la tour se sacrifie et même que les noirs peuvent être encore plus astucieux certainement. Mais là, c'est fini. De toute façon, une fois qu'on prend, qu'on fait dame, que la tour se sacrifie, on va reprendre et on aura 2 fous et une tour contre une tour. Donc c'est totalement gagnant pour les noirs, en tout cas à ce niveau de joueur. Donc vous voyez, cette partie, elle est magnifique quand même sur l'utilisation de la paire de fous, mais également comment Ding Liren a employé ses pions du roc pour aller combattre avec ce coup G5, avec ce coup F5. C'était magnifique, parce que ça, c'est vraiment des coups de champion, de grand maître. La plupart du temps, on ne touche pas à l'abri de son roi. Mais là, il y avait des circonstances très particulières, très concrètes, qui ont amené les coups G5 et F5 à être joués. Donc, une très belle maîtrise de la paire de fous. Un très beau jeu de Ding Liren qui montre qu'il a un candidat sérieux à cette victoire du Tata Steel. Alors, le classement de ce Tata Steel à l'issue de cette première ronde, justement, on voit qu'il y a 2 joueurs à 1 point. Abdusattorov et Ding Liren, qu'on vient de voir. Et puis, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait match nul, dont Carlsen, Aronian, Guiri, Kemer, Caruana, et puis des joueurs qui ont perdu, comme Gukesh et Richard Rapporte. Richard Rapporte, c'est vrai que sa partie, j'avais envie aussi de la présenter, parce que il a joué une partie viennoise, ce qui est très rarement joué à ce niveau, et ça donnait une partie également passionnante. Mais j'avais préféré la maîtrise technique et la créativité de Ding Liren avec sa paire de fous et son jeu à l'aile roi. Voilà, eh bien j'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie, et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Vous pouvez me laisser des pouces ou des commentaires, et partager la vidéo.
Au revoir à tous.